La forêt de Teutobourg. Sur ses cimes veille Arminius, qui jadis mena les Germains à la victoire contre les Romains. Un mythe allemand. Mais que s'est-il réellement passé à l'ombre de ces arbres? Et que cachent ces falaises mystérieuses qui surplombent la forêt? Ont-elles abrité une civilisation germanique avancée? Quelle est la part de vérité de ces mythes et légendes? Et pour quelles raisons les nazis se sont-ils installés dans ce château perdu dans la forêt? La forêt de Teutobourg s'étend sur plus de 100 km. De Bielefeld aux environs de Paderborn. Les hommes l'utilisent depuis des millénaires. Ils y ont vécu, chassé et mené des batailles. Ils y ont construit leur lieu de culte et vénéré leur divinité. Aujourd'hui encore, on y trouve les témoignages d'une époque depuis longtemps révolue. Des colonnes de grès grises, érodées, creusées, tels des géants pétrifiés. Ces falaises, baptisées Externsteine, étaient-elles un sanctuaire ou un observatoire préhistorique? La forêt de Teutobourg a joué un rôle décisif dans le destin des Germains. On raconte qu'en l'an 9 après Jésus-Christ, ils y ont vaincu les Romains. Et voici l'homme qui les a menés à la victoire, Arminius. Plusieurs siècles plus tard, une statue a été érigée à sa mémoire, la plus grande d'Europe centrale. Elle mesure 54 mètres de haut. Mais qui était Arminius, ou Hermann, comme il a été appelé par la suite? Le personnage d'Arminius est entouré de nombreux secrets. Cela est dû sans conteste au fait que les Germains avaient une culture orale et n'ont donc pas consigné leurs pensées par écrit. La bataille de Teutobourg est une légende allemande. Ici se sont affrontés les Germains et les Romains, mais personne ne sait où exactement. À travers les histoires que les gens se racontent, ce mythe est devenu immortel. Lors du désastre de Varus, la fière armée romaine est prise en embuscade et battue à plate couture par les Germains. Cette forêt portait autrefois le nom d'Osning. Ce n'est que plus tard qu'elle devient la forêt de Teutobourg, la forêt allemande. À partir du XVe siècle, Arminius le Chérusque devient le symbole d'un empire fort et uni. À la Renaissance, Arminius entame une nouvelle carrière. D'une part, il est présenté par les écrivains romains comme un homme bon, moralement intègre et compétent. Et d'autre part, il est parvenu à réunir sous ses ordres des tribus divisées, aux intérêts différents. Il est également dépeint comme le libérateur de la domination étrangère. Il devient pour ainsi dire un symbole pour les Allemands. Arminius avait servi dans l'armée romaine et connaissait donc son adversaire. Il est devenu un héros allemand. Hermann. Depuis près de 150 ans, la région est marquée par sa statue et son histoire. Notre famille entretient une relation étroite avec le Hermann. Mon père a été chef d'exploitation du monument pendant plus de 20 ans. Et grâce à un très vieux journal appartenant à mon arrière-arrière-grand-père, j'ai également découvert qu'en 1874, il a travaillé ici même comme tailleur de pierre pour Ernst von Bandel. Ernst von Bandel, le créateur de la statue. Il est architecte et sculpteur à Ansbach, en Franconie. En 1835, il se met en route pour la forêt de Teutobourg. Il souhaite y ériger un monument à la mémoire du chef chérusque. Ernst von Bandel était obsédé par l'idée de construire un monument national pour les Allemands.
Il a pour ainsi dire consacré sa vie entière à ce projet. Et il est encore jeune lorsqu'il se fait le serment d'ériger un jour un tel monument. Mais il lui faudra plusieurs décennies pour concrétiser cette idée. L'Allemagne, divisée alors en petits États, accueille avec enthousiasme ce projet de monument en hommage à l'unité nationale sur les hauteurs de Detmold. Il y a eu d'autres esquisses à l'époque, dont l'une de Schinkel par exemple. Mais Bandel rejette tout en bloc. C'est son monument à lui. Ernst von Bandel consacre sa vie au souvenir de Hermann. En 1838, grâce à des dons, il peut enfin commencer les travaux. 4 ans passeront avant qu'il puisse poser la première pierre. Il faut rappeler que le terrain est très rocheux là-haut. Pendant plusieurs années, Ernst von Bandel vit dans une cabane près du chantier. L'architecte égocentrique au caractère difficile souhaite que son monument devienne la plus grande statue du monde. Une tâche titanesque. Une fois la construction du socle achevée, von Bandel quitte Detmold. Il n'a plus d'argent et doit réaliser d'autres travaux pour renflouer ses caisses. Derrière lui, il laisse un fragment du monument. Pendant près de 30 ans, le socle se dresse nu au milieu de la forêt de Teutobourg. Cette idée ne s'est jamais éteinte, pas même pour Ernst von Bandel. Les efforts ont donc continué en arrière-plan pour que les travaux puissent être menés à terme. Ernst von Bandel ne baisse pas les bras, et l'histoire elle-même lui vient en aide. En 1871, l'Empire allemand est proclamé. L'idée nationale fait son chemin, et elle a besoin de symboles. Les travaux de la statue de Hermann reprennent enfin. En 1875, Guillaume Ier se déplace personnellement pour inaugurer le monument. Le rêve de Ernst von Bandel est devenu réalité. Le jour de la remise au peuple allemand est enfin arrivé. À l'époque, en 1875, les micros n'existent pas. Les personnes se trouvant à plus de 20 mètres de l'orateur n'entendent donc quasiment rien du discours. Les spectateurs ont apporté de la bière. Et certains finissent par se mettre à chanter, car ils en ont un peu trop abusé. En 1875, la statue de Hermann fait figure de prouesse technique. Le peuple est enthousiaste. Mais pourquoi le Chérusque à l'origine de la victoire contre l'Empire romain regarde-t-il vers l'ouest, tournant ainsi le dos aux visiteurs? Une inscription sur le socle lève le voile sur ce mystère. Elle a été gravée par le tailleur de pierre Friedrich Wilhelm Méliès, l'arrière-arrière-grand-père de Wilfried Méliès. Il a écrit « Voici l'inscription taillée par F.W. Méliès en 1874 à Hidesen. Le peuple allemand est en train de se celtiser et de devenir impuissant par manque d'unité. Cela a permis à Napoléon Bonaparte, empereur des Français, d'asservir l'Allemagne avec l'aide des Allemands. Le Hermann a été construit vers l'ouest, c'est-à-dire vers la France, et son socle abrite cette citation. D'un point de vue historique, c'était inacceptable. Un symbole de la puissance allemande et une mise en garde dirigée vers la France. L'Allemagne, enfin unifiée, a désormais un monument. Ce sera la plus grande statue du monde jusqu'à l'inauguration de celle de la Liberté, 11 ans plus tard. L'Allemagne entière souhaite la voir. La forêt de Teutobourg devient une destination prisée.
Le Hermann, une attraction touristique. Les premières images filmées connues. Vers le milieu des années 20, des milliers de spectateurs assistent à la course du Hermann, devenue légendaire. Mais le monument est aussi le signe avant-coureur d'une époque funeste. Au lendemain de la défaite de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne espère retrouver sa puissance. Et la statue de Hermann est un symbole tout trouvé. Le Hermann, symbole de la grandeur allemande, n'est pas la seule raison de l'intérêt national-socialiste pour la forêt de Teutobourg. À quelques kilomètres au sud, on tombe sur la mystérieuse formation rocheuse des Externsteine. Ces rochers témoigneraient-ils d'une ancienne civilisation germanique avancée? Il s'agit d'un objet pour lequel il n'existe pas d'exemple comparable. Cela simplifierait les choses. S'il y avait 20 spécimens d'Externsteine, cela nous aiderait à les classifier. Mais il s'agit d'un lieu unique, et ce, à de nombreux égards. La science a donc du mal à l'interpréter. Des traces de vie humaine ont été retrouvées près des Externsteine. Mais d'où viennent-elles? Par qui ont-elles été laissées? S'agit-il d'un ancien lieu de culte religieux? Aujourd'hui encore, la formation rocheuse n'a pas dévoilé tous ses secrets. On a également envisagé à plusieurs reprises de construire la statue de Hermann sur les rochers. Car on pensait qu'un grand sanctuaire germanique se dressait à cet endroit. Pour cette raison, de nombreuses personnes au 19e et 20e siècle pensaient que c'était ici que battait le cœur germanique de la région. Les Externsteine ont plus de 70 millions d'années. Ces piliers de grès, de forme tourmentée, s'élèvent à 40 mètres. Les traces de vie humaine sont pour le moins mystérieuses. On trouve par exemple une grotte creusée dans la pierre. Qui a vécu ici? Des escaliers mènent à une chambre d'altitude. Au pied de la formation se trouve la reproduction d'un sarcophage. Un relief chrétien représente le Christ. Aujourd'hui, les Externsteine sont une expérience naturelle. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 20, le lieu était en proie à l'agitation touristique. Des commerçants tenaient des stands, on pouvait faire du bateau sur l'étang. Des hôtels situés à 2 pas des rochers organisaient de grands spectacles. Un vrai ramdam. En 1912, une ligne de tramway est même construite. Elle passe sous la formation rocheuse. Des touristes des stations thermales voisines viennent visiter le site. En 1926, les Externsteine deviennent la première réserve naturelle de la région. Wilhelm Teut, pasteur à Detmold, devient ici le précurseur de la pensée nationaliste. En 1929, il publie un livre « Les Allemands doivent être libérés du cauchemar selon lequel ils n'auraient pas leur propre civilisation avancée ». Teut est persuadé de trouver des lieux de culte germanique dans toute la région. Mais le plus important à ses yeux, ce sont les Externsteine, qu'il considère comme le sanctuaire des Germains en Allemagne. Pour lui, c'est dans la forêt de Teutobourg que bat le cœur de l'Empire allemand. Dès 1924, un film muet consacré à la gloire des Germains est tourné ici. Le message est clair. Adolf Hitler utilise le mythe germain à ses fins.
Défilé de cadres du Parti national-socialiste au pied de la statue de Hermann. À la mi-janvier 1933, des élections régionales ont lieu dans le pays de Lippe. Les nationaux socialistes arrivent en tête. Cette victoire constitue un tremplin pour la prise de pouvoir à Berlin, 2 semaines plus tard. Les nazis ont conscience de la puissance symbolique de ce lieu. Non loin de Paderborn, à l'extrémité sud de la forêt, se trouve le Wewelsburg, le seul château triangulaire d'Allemagne. En 1934, la SS loue le Wewelsburg pour la durée d'1 siècle. Et pour un loyer symbolique d'1 Reichsmark par an. Un lieu de formation pour les cadres SS doit y voir le jour. Heinrich Himmler était très influencé par la pensée nationaliste. La SS était à ses yeux le groupe d'élite au sein de la communauté du peuple arien. Il cherchait donc pour elle un quartier général, un lieu où il pourrait rencontrer les Obergruppenführer, les grands pontes SS. Sous le national-socialisme, Heinrich Himmler fait de sa SS le principal organe de terreur et de répression du Reich allemand. Un organe responsable de plusieurs millions de morts. Le Wewelsburg doit devenir son siège. Ici, dans la forêt de Teutobourg, Himmler souhaite réunir son élite. Au cœur de l'Empire germanique, pense-t-il. Il est également intéressant de noter que la SS tente sans cesse de légitimer son existence à l'aide du passé. Si elle parvenait à prouver que la germanité et les Germains avaient atteint un niveau culturel particulièrement élevé, cela lui permettrait de se présenter elle-même comme étant exceptionnelle. Les Externsteine, situés non loin, sont intégrés à la Société pour la recherche sur l'héritage ancestral allemand, fondée par la SS. Heinrich Himmler ordonne à des architectes de trouver sur le site les preuves d'un sanctuaire germanique et de la supériorité aryenne. Dans d'autres régions du Reich également, les nouveaux dirigeants ordonnent des fouilles à la recherche de traces d'un glorieux passé aryen, de lieux de culte et de colonies des anciens Germains. La SS va même jusqu'à commander un film. Son titre, « Le passé allemand prend vie ». Und immer wieder finden Sie die mythischen Symbole, den Sonnenwagen und das alte urnordische Heilszeichen des Hakenkreuzes. Helfen Sie uns, die geschichtliche Lüge von der Barbarei und dem Nomadentum unserer germanischen Vorfahren ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Mais les objets trouvés sont des contrefaçons fabriquées dans les propres ateliers SS de Himmler. Il prépare les rapports de recherche de façon à laisser penser que les Externsteine étaient déjà utilisés par les Germains. C'est caractéristique de la science SS d'avoir déjà les résultats du travail avant même d'avoir commencé les recherches. Et de falsifier ensuite en partie les rapports afin d'atteindre les objectifs visés. C'est donc en vain que les archéologues nazis fouillent au pied des Externsteine. Les nazis ne trouveront jamais la preuve formelle de leur théorie germanique d'une civilisation pré-chrétienne avancée dans la forêt de Teutobourg. Ils s'attaquent également au Wewelsburg lui-même. Les travaux de rénovation commencent en 1934. Le château Renaissance n'est pas en adéquation avec leur vision du monde. Sans crépi, le château doit paraître plus primitif. Mais personne ne doit avoir vent des projets de Himmler.
Ce lieu ne devait pas être ensuite présenté comme le grand château de Himmler par la propagande, parce qu'il était davantage destiné à l'élite et son existence devait donc être tenue secrète. Himmler avait même promulgué une interdiction afin que les rapports au sujet du Wewelsburg ne soient plus publiés. Officiellement, le château s'appelle désormais École SS du Wewelsburg. Les villageois catholiques doivent quant à eux être instrumentalisés en tant que communauté du peuple national-socialiste. Quand la SS est arrivée, on n'allait plus dans le château. On ne pouvait plus y entrer. Mais un jour, Himmler est venu en visite et on a été dispensé d'école. On lui a dressé une haie d'honneur, ici, le long du mur. Là, il y avait le mât et le drapeau avec la croix gammée a été hissé. Puis, on a chanté l'hymne nazi, le Horst-Wessel-Lied. Le drapeau haut, les rangs bien serrés, la SA marche. Je pourrais encore vous le réciter. Et ensuite, Himmler nous a remis à tous un livret d'épargne avec 5 marques dessus. Au milieu des années 30, Wewelsburg est l'un des premiers villages à déclarer les Juifs indésirables. Himmler souhaite faire du château le centre de son pouvoir, le lieu de rencontre secret de ses officiers SS. À Wewelsburg, on ne disait pas bonjour, on disait Heil Hitler, avec le bras bien tendu. Tout le monde disait Heil Hitler. Un jour, ma grand-mère est allée voir de la famille. Je devais la chercher le soir. Elle était âgée, mais elle aussi, elle devait dire Heil Hitler quand elle croisait un SS. C'était normal par ici. Tout le monde le faisait. À l'occasion du début des travaux, Himmler déclare « Ici seront formés les hommes dont la vocation est d'occuper une fonction de commandement dans la SS et de servir d'exemple à la jeunesse allemande en parfaite santé. » Le Reichsführer SS ordonne que les anneaux à tête de mort soient conservés au Wewelsburg. Ces anneaux récompenseront les officiers SS méritants et doivent être rendus après leur mort. Les travaux du château sont tout d'abord confiés au Reichsarbeitsdienst, le service du travail du Reich. Puis Himmler fait venir des prisonniers et construire un camp de concentration près du château. Il s'agit du camp de Niederhagen. Environ 3900 prisonniers travailleront ici. Leur principale tâche, la construction d'une nouvelle tour nord pour le château. De cette tour, la salle des Obergruppenführer a été conservée jusqu'à aujourd'hui. Une pièce délimitée par 12 fenêtres et 12 colonnes. Au milieu, sur le sol, un soleil noir à 12 rayons. En dessous se trouve la crypte, avec au plafond la croix gammée. Sur le chantier, nombreux sont les prisonniers à se tuer littéralement au travail. Aucune mesure de précaution n'est prise pour le travail à la carrière. On faisait tout simplement travailler les prisonniers. Nous pouvons aujourd'hui le prouver. Nous avons retrouvé des documents attestant de l'arrivée de nombreux jeunes Russes à l'hiver 42-43. Des travailleurs forcés qui, 2 mois plus tard, meurent d'épuisement. Otto Preuss est prisonnier ici à partir de 1941. Il y a quelques années, il a évoqué cette époque lors d'une interview. So klein wie das Lager war, so berüchtigt war das Ganze. Ja? Wenn sie sich einen abends rausholten, ja? Die SS, holten sie einen raus aus dem und den spritzten sie dann tot. Ja? Die gingen damit in den Waschraum und am Eingang und dann mit der Wasserleitung drauf. Und dann immer, der lief dann da rum. Er durfte rumlaufen, ja. Aber die blieben mit dem Schlauch, mit dem kalten Schlauch im Winter auf den Leib und Ergebnis war immer, dass die dann liegen blieben. Und dann mussten wir noch aufpassen, dass wir da nicht hinguckten, ja.
En 1941, Mark Weidmann a seulement 18 ans. Wenn ich zum Tor gekommen bin, habe ich gerochen, menschliche Körper, verbrannte Körper. Sofort. Das ist so ein Geruch wie bei einem Schmied, wenn man einem Pferd die Hufe macht. Derselbe Geruch. Da wusste ich bin im Konzentrationslager. Entre 1941 et la fin de la guerre, 1285 prisonniers au moins meurent dans le camp de concentration de Niederhagen. À mon avis, les habitants de Wewelsburg savaient qu'il y avait eu de nombreux morts ici. Peut-être pas au début, car cela était tenu secret et que les gens ne voyaient pas les camions sortir du camp. Mais à partir du moment où il y a eu un crématorium, les habitants sentaient forcément l'odeur quand des cadavres y étaient brûlés. Les projets de la SS pour le Wewelsburg se multiplient et prennent de l'ampleur. Tout le village doit être évacué. Le château doit devenir le point de rencontre central de l'élite SS et 250 millions de Reichsmark y sont investis. Mais le cours de la guerre vient freiner cette mégalomanie. Le 31 mars 1945, Heinrich Himmler donne l'ordre de dynamiter le château. Les troupes SS s'enfuient précipitamment. Lorsque les Américains entrent dans le village, ils sont horrifiés par les traces laissées par le camp de concentration. Dans la forêt, près du champ de tir, ils retrouvent les corps de 14 travailleurs forcés, fusillés par la SS juste avant sa fuite. Ils ordonnent aux villageois de déterrer les cadavres. Nous avons tous dû aller dans la forêt. Et les hommes qui étaient membres du parti ont dû déterrer les cadavres avec des pelles. Et nous, on devait rester autour. Puis, ils les ont emmenés au cimetière et ils ont dû les enterrer. Tout le village était là. Ils contrôlaient les maisons pour vérifier que personne n'y était resté. Cela a suscité une forme de traumatisme chez les habitants de Wewelsburg. Ils ont réalisé que le monde extérieur les considérait comme coupables de l'horreur qui s'était déroulée dans le camp de concentration. Mais ils refusaient d'accepter cette culpabilité. Ils ne se sentaient pas coupables de ce qui s'était passé car cela avait été commis par la SS, par des étrangers venus de l'extérieur. C'est pour cette raison que pendant des décennies, ils ont refusé de s'intéresser à l'histoire du camp de concentration. Le Wewelsburg brûlé est reconstruit. Le musée départemental et une auberge de jeunesse s'y installent. Les souvenirs des sombres années du national-socialisme sont refoulés durant des années. L'ombre de cette époque pèse pourtant lourd sur la forêt de Teutobourg. L'Allemagne est divisée, mais le Hermann, inébranlable, continue d'incarner un empire unifié. Jusque dans les années 60, c'est un lieu de pèlerinage pour les expulsés de l'Est de l'Allemagne. Hier sind Männer und Frauen zusammengekommen, erschüttert, denn das Jahr 1945 hat das deutsche Volk auf 600 Jahre seiner Geschichte zurückgeworfen. Après la défaite militaire, les idées ne disparaissent pas du jour au lendemain de la tête des gens. Pendant des décennies, voire des siècles, on leur a appris qu'Arminius était un grand homme qui avait libéré l'Allemagne et l'avait conduite vers une époque glorieuse. Ce genre de mythe ne disparaît pas totalement. La forêt de Teutobourg entame alors une sorte de dénazification. Elle ne souhaite plus être la forêt allemande.
l'idée nationale passe peu à peu au second plan. Les patriotes cèdent la place aux touristes. Les dommages de guerre subis par la statue sont réparés. Le Hermann pose les yeux sur une Allemagne nouvelle et reste une destination touristique appréciée. Au lendemain de la guerre, la forêt de Teutobourg est l'une des principales destinations de vacances de Rhénanie du Nord-Westphalie. Dans les années 50, personne ne pouvait se permettre de prendre l'avion pour les Baléares ou ailleurs. Chaque année, plus de 10 000 personnes venaient ici. Je dois avouer que j'avais peur de lui. Un si petit garçon au pied d'un géant pareil. Et de nouveaux mythes viennent remplacer les anciens. Que se cache-t-il derrière les portes fermées de l'intérieur du monument? Est-il vrai qu'un enfant en bas âge est un jour tombé du nez du Chérusque? La statue colossale s'élève à plus de 50 mètres dans le ciel. Le socle mesure à lui seul plus de 27 mètres. L'intérieur de la statue de Hermann est une construction en acier qui permet de monter jusqu'à son nez 16 mètres plus haut. Une fois arrivé là, on constate que les narines ne mesurent en réalité que quelques centimètres. Ce genre de rumeur est sans fondement, mais tenace. Un bébé n'aurait jamais pu monter là-haut. Et seules les personnes très minces peuvent pénétrer à l'intérieur de la statue. Moi-même, je ne passerai pas par la porte. Mais alors, d'où viennent ces histoires que les gens colportent depuis des décennies? Autrefois, il y avait des personnes en bas qui vendaient les billets d'entrée. C'était souvent de sacrés numéros et ils racontaient des histoires aux visiteurs. Ils affirmaient par exemple qu'il y avait une table et 4 chaises dans la tête du Hermann et qu'on pouvait y jouer aux cartes. C'est comme ça que ces histoires se sont propagées. Ancien lieu de pèlerinage, la statue du Germain devient une destination touristique. Dans le Wewelsburg, les témoignages du sombre passé disparaissent plus lentement. Au début, une petite plaque rappelle les horreurs commises par la SS. Mais elle finit par être retirée. Depuis 1953, le château accueille chaque année la fête internationale de la jeunesse. Les documents officiels précisent que les participants doivent désormais s'abstenir de poser des questions gênantes. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que le village commémorera officiellement son passé. Mais ce long silence a été propice à la mystification et à la fabulation. Le soleil noir représenté sur le sol de la salle des Obergruppenführer est aujourd'hui un signe distinctif utilisé par les néo-nazis à la place de la croix gammée interdite. Des histoires sans fin de trésors cachés sont racontées. Mais toutes les recherches resteront vaines. Ni la toison d'or, ni la chambre d'ambre n'ont été trouvées. Et on cherche toujours le Saint Graal. Il s'agit là d'interprétations qui ont été associées à ce lieu a posteriori. Il n'y a aucune preuve abondante dans ce sens. Et les anneaux à tête de mort, que sont-ils devenus? Sont-ils enterrés ici?
Il n'y a plus de caisses remplies d'anneaux à tête de mort ici. Les soldats américains ont déjà trouvé ce trésor ou cette armoire et ont écoulé les anneaux sur le marché américain. De nombreux exemplaires ont ainsi été vendus là-bas durant plusieurs années et sont aujourd'hui disséminés un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, le Wewelsburg abrite un musée consacré à la terreur de la SS. C'est un lieu à la mémoire des travailleurs forcés et des prisonniers du camp assassinés. Mais qu'en est-il des Externsteine? Les nazis n'ont découvert ici aucune trace de leur civilisation aryenne avancée. Une partie de leur contrefaçon a disparu. Sur ce sol poussent de nouveaux mythes et légendes. De nombreuses zones d'ombre persistent et donnent naissance après la Seconde Guerre mondiale à de nouvelles théories. On parle alors beaucoup d'ancienne Europe, d'Europe primitive. C'est dans l'ère de l'après-guerre des années 50 et 60. La caste de prêtres rescapés de l'Atlantide aurait trouvé refuge près des Externsteine, où elle aurait créé la civilisation primitive européenne. Dans ces représentations, les Externsteine sont considérés comme le sanctuaire central, et non pas comme un banal sanctuaire pré-chrétien. Là où des Germains ou des Celtes auraient accompli des rites isolés, la formation rocheuse est présentée comme le centre de la civilisation européenne primitive. Chacun voit dans les Externsteine quelque chose de différent. Ce lieu était-il déjà un refuge à l'ère pré-chrétienne ? L'astronome Wolfhard Schlosser pense lui qu'il s'agit d'un observatoire datant de l'âge de pierre. À ses yeux, la mystérieuse chambre d'altitude confirme sa théorie. On y trouve en effet un trou percé dans la pierre. Depuis des millénaires, l'homme s'est approprié les phénomènes célestes. Le paysan, par exemple, structure son année d'après eux. Avec leur orientation naturelle particulière tournée vers le Soleil, les Externsteine ont sans aucun doute suscité très tôt l'intérêt des hommes. Les bâtisseurs possédaient donc des connaissances en astronomie. Le trou coïncide en effet avec la position du soleil levant au solstice d'été. On ignore toutefois quand le trou a été percé. Wolfhard Schlosser pense que cela remonte à plusieurs milliers d'années. La preuve, selon lui, la réplique du très ancien disque de Nebra. Voici la direction du solstice d'été qui pointe vers ce trou solaire. Et voici la direction du solstice d'hiver. Mais s'agit-il bien là d'une preuve? Le disque de Nebra a été retrouvé en Saxe-Anhalt il y a seulement 15 ans. Il a presque 4000 ans et montre qu'à l'époque déjà, les gens avaient une représentation de la position des astres. Ce que nous donnent à voir les Externsteine, ce sont des connaissances paysannes, rien de plus. Et à l'instar du paysan, le prêtre sait lui aussi où le soleil se lève et se couche. Ce genre d'endroit a toujours été utilisé à des fins sacrées, afin de créer un culte basé sur des connaissances simples. Et ce, dès l'époque pré-chrétienne. De nombreuses personnes croient à ces théories et à la spécificité de ces rochers, et sont fascinées par le magnétisme des Externsteine. Les fêtes de solstice attirent ainsi des foules d'ésotériques qui s'approprient les piliers rocheux. Ils célèbrent leur lieu magique avec du feu, de la musique et des danses. Ils n'accordent aucune importance aux preuves scientifiques. Pour certains, il s'agit d'un lieu doté de pouvoirs magiques. D'autres y voient les créneaux d'une forteresse préhistorique où le ciel et la terre se rencontraient. Des doigts pointés vers le ciel en signe de mise en garde. Beaucoup apprécient tout simplement le calme et la nature autour des Externsteine.
Je sens au plus profond de moi que ce n'est pas un endroit comme les autres. C'est un sanctuaire. Bien évidemment, cet endroit est particulier aussi en raison des personnes hors du commun qui s'y retrouvent. De nombreux guérisseurs et autres géomanciens viennent chercher des énergies terrestres. Tout ça n'est pas que tiré par les cheveux. 10 000 visiteurs se rendent en forêt de Teutobourg uniquement pour les Externsteine. Nombre d'entre eux viennent puiser leur énergie dans ce miracle de la nature, comme ils appellent la formation rocheuse. Certains y voient de mystérieux visages. D'autres pensent que le Sphinx ou le Graal d'or se cache derrière ces rochers. Ou que le sanctuaire saxon d'Irminsul aurait été détruit ici par Charlemagne au 8e siècle. Ce lieu semble avoir été créé pour inspirer rêves et chimères, à l'infini. Le tissu de récits imaginaires qui s'est créé autour des Externsteine est universaliste. L'ensemble des mythes primitifs de l'humanité, je dis bien l'ensemble, que ce soit en Amérique latine, en Asie, en Grèce ou n'importe où ailleurs, découlent en effet des Externsteine. Mais les mythes restent des mythes. Les preuves scientifiques, elles, datent du Moyen-Âge. Les grottes ont été aménagées vers le Xe siècle, probablement pour des moines qui vivaient ici. Les reliefs représentent la descente de croix du Christ. Ils datent du XIIe siècle et sont considérés comme le plus ancien relief chrétien grand format au nord des Alpes. Le sépulcre voûté au pied des rochers est une réplique du tombeau du Christ dans l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Quant à la chambre d'altitude, on ignore si le trou a été percé à la préhistoire ou seulement entre le XIe et le XIIe siècle. Il ne faut pas oublier qu'il y avait ici des hôtels, qu'un tramway passait sous les rochers, ou que les nazis ont essayé de s'accaparer cet endroit. Tout le monde a essayé de s'attribuer les Externsteine. Et voilà que soudain, on se retrouve en pleine nature, au milieu d'un bois sacré et d'une réserve naturelle. Pour moi, les rochers eux-mêmes sont à l'origine de tout ça. Tous les mystères ont-ils été résolus? Probablement pas. Il y aura toujours des gens qui croiront que les Externsteine ont abrité d'autres événements il y a de cela plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, le Wewelsburg est un lieu de mémoire. Quant au Hermann, il veille sur la forêt et ses secrets. À l'ombre de ces arbres, les mythes et les légendes jaillissent. La forêt de Teutobourg est en effet un lieu à la beauté enchanteresse.